Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Et ouais, c'est déjà la fin des vacances, les joueurs suent durant leur préparation estivale et ça sent le retour du top 14. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un petit tour d'ensemble par rapport au recrutement qu'il y a eu durant l'été et aussi de se dire qui sont les mieux placés par exemple pour la course au titre et aussi pour se maintenir. Mais avant toute chose, je dois vous rappeler que j'ai un code et un lien affilié avec BetClick, le partenaire officiel du top 14. Donc si vous voulez vous créer un compte et soutenir la chaîne au passage, eh bien on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est très important pour rester au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Alors pour les transferts, j'ai sélectionné 10 clubs qui m'ont interpellé dans leur recrutement et je les ai classés, donc le 10 c'est celui qui m'a moins intéressé et le 1 c'est là où il y a eu les plus gros recrutements durant l'été. Donc je précise que je vais parler que des plus gros transferts parce que j'ai pas le temps de détailler tous les mouvements qu'il y a eu entre les clubs, entre ceux qui arrivent, ceux qui repartent, ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait pas très intéressant. Mais si ça vous intéresse quand même de jeter un coup d'œil pour voir un petit peu la liste exhaustive, je vous mets un lien en description. Donc en numéro 10, pour moi c'est Castres, il n'y a eu qu'un seul gros recrutement pour eux, en la personne de Léoné Nakarawa, donc le deuxième ou troisième ligne fidjien, et qu'on a surtout pu voir d'abord au Racing 92, et de manière un peu plus épisodique à Toulon. Ça peut être une bonne recrue parce que ce vétéran a l'habitude du top 14, il connaît parfaitement ce championnat, et puis c'est quand même un joueur qui est ultra complet, qui est rapide, qui est puissant, et qui est surtout très technique, donc c'est vraiment un atout pour briser la défense. En numéro 9, c'est Bayonne qui a attiré mon attention. Le promu a beaucoup recruté durant cette intersaison, mais c'est surtout sur la charnière que j'aimerais m'attarder. Machno Lopez, alors certes c'est pas la plus jeune, mais par contre j'adore ce contraste entre d'un côté il y a Maxime CrossFit et l'autre côté Camille Merguez, et franchement on dirait des acteurs d'un buddy movie américain. Mais plus sérieusement, je pense que ces deux joueurs sont une très bonne pioche pour l'aviron bayonnais. Ils ont une expérience de malade, ils ont déjà joué ensemble, ils ont un très bon jeu au pied, ce qui est très important maintenant dans le top 14, et encore plus quand on est promu, il faut qu'on puisse prendre les points à chaque fois. Et puis je pense aussi qu'ils ont un sens de la gestion qui vont être très intéressants au Bayonnais pour pouvoir rester dans l'élite. En numéro 8 maintenant, je place Clermont, l'ASM qui a dit adieu à sa mythique paire Para Lopez justement, mais aussi à d'autres joueurs comme Matsushima ou encore Tanivili. Et si devant ça bouge pas trop, c'est dans ces lignes arrière que l'ASM a cherché à se consolider, avec l'arrivée notamment de deux ouvreurs, donc Plisson et Bello, qui peut aussi jouer centre parfois, mais aussi de deux centres de métier avec le Toulonnais Erito et l'Australien qui vient des Brumbies Simonet. Et d'ailleurs Simonet sera accompagné par un de ses compatriotes puisqu'il viendra avec Newsom, l'arrière des Waratahs. Pour la 7ème place maintenant, justement, on en parlait, Morgan Parra a rejoint le club de la capitale. On voit que les Parisiens ont surtout cherché à densifier leur pack avec l'arrivée notamment de Pesanti, de Julien Horry, d'Ivaldi et d'Irigoyen. Cependant derrière ça reste un peu maigre je trouve, ils ont bien recruté Dachary qui vient de Toulon, mais je suis pas sûr que ça suffise pour combler l'absence de Laomapé et de YCA qui ont tous deux quitté le club. En 6 maintenant, c'est l'UBB. Alors les Girondins n'ont pas eu un recrutement pléthorique, mais je pense qu'ils ont eu un recrutement assez intelligent, avec l'arrivée notamment des deux Clermontois Falatea et Villy, mais aussi des deux Toulousains Mikel et Holmes. En somme, c'est 4 joueurs qui vont chercher à se relancer et à retrouver du temps de jeu, donc je pense que c'est une bonne pioche pour le club girondin. Et puis il faut aussi noter l'arrivée de la petite pépite, l'ailier sud-africain Madosh Tambwe, qui vient des Bulls, donc c'est un ailier supersonique que j'ai hâte de voir à l'œuvre. On arrive maintenant à la 5ème place avec Toulon. Le club de la Rade a été très actif sur le marché des transferts cet été. Devant, on note surtout Priso, Bobigny et Timani, tandis que les arrières ne sont pas en reste avec l'arrivée de Payog, de West, de YCA et de Saint-Zel. Beaucoup d'expérience donc pour un club qui a parfois manqué de stabilité et de leadership l'an dernier, sachant aussi que Colby finalement va rester à Toulon puisqu'il a refusé l'offre qui venait des Stormers, donc j'espère qu'on va pouvoir voir un petit peu tout ça se mettre en place et trouver un Toulon avec un autre visage que ce qu'on a pu voir en cours de saison dernière. Maintenant pour la 4ème place, eh bien c'est le Racing qui est présent. Bien que le club francilien n'ait pas fait un recrutement pléthorique, c'est par les noms qu'il a réussi à signer qu'il se distingue. D'abord on a le polyvalent arrière Springbok Warwick Gallant qui remplace quasiment poste pour poste le départ de Kurt Lebill qui revient en Australie il me semble. Mais surtout ça a fait du bruit il y a 2 mois, on en a parlé à tort et à travers, l'arrivée de Cameron Woki va faire énormément de bien à un pack francilien un petit peu en souffrance la saison dernière. L'international français s'est beaucoup fait remarquer la saison passée et je pense que c'est presque le meilleur transfert de l'été. On arrive maintenant sur le podium avec Montpellier. Le champion de France est allé chercher la fougue de la jeunesse pour remplacer un petit peu ses leaders vieillissants que sont Payog et Pollard qui quittent le club. Et il accueille donc le fameux demi-de-mêlée Léo Colli qui s'est beaucoup fait remarquer l'an dernier avec le stade montois et qui d'ailleurs avait même été intégré au groupe France pour préparer les 6 nations. Léo Colli donc qui sera accompagné à l'ouverture par Louis Carbonel qui quitte la Rade après une année un peu compliquée notamment avec ses dirigeants et qui aura donc à cœur de se relancer,
de retrouver un petit peu d'air dans son jeu et tout simplement de faire ce qu'il sait faire. Et puis, outre ces deux joueurs, il faut mentionner l'arrivée du pilier All Black Karl Twinu Coiffé, ainsi que de l'ailier puncher Ben Lam qui arrive lui de l'UBB. Personnellement, je trouve que c'est un recrutement qui est très efficace de la part du MHR. En deuxième position maintenant, pour moi, c'est Toulouse. Le Stade Toulousain a globalement conservé son groupe d'avant et il n'enregistre qu'une seule arrivée au sein de son pack, en la personne d'Alexandre Roumat, mais par contre, il a su assurer ses arrières avec un recrutement 5 étoiles, Retière, Barassi, Capuzzo, Jaminet, rien que ça. Que de jeunes très prometteurs pour pallier un petit peu au vieillissement de Guitoun et de Haki, qui se blessent un petit peu de plus en plus, mais aussi au départ de Maxime Médard, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il va y avoir beaucoup de concurrence dans les lignes arrières à Toulouse. Et enfin, en première position, je pense que vous vous en doutez maintenant, c'est le Stade Rochelais qui s'est fait remarquer par un recrutement de qualité, mais aussi en quantité. Ils ont signé pas mal de noms, notamment donc le pilier Thierry Paiva, le Racingman Johan Tanga, qui sera suivi par Colombe et Teddy Thomas, rien que ça, mais aussi l'ouvreur Antoine Astoy, ainsi que le centre polyvalent, parce qu'il peut aussi jouer parfois à l'ouverture, Seteni, qui vient de l'UBB. Donc bref, le champion de France ne cache pas ses intentions, et s'affirme déjà comme un sérieux prétendant au Brennus. Bon voilà pour les recrutements qui m'ont marqué, et je trouve qu'il y a un véritable changement qui commence à s'opérer dans le top 14 vis-à-vis des transferts, puisque comparé à il y a quelques années où c'était beaucoup de stars de l'hémisphère sud qui venaient, là, cette année, les stars, en fait, c'est des joueurs français, et je trouve que ça en dit long, déjà sur l'état actuel du rugby français qui s'améliore de jour en jour. On voit avec les résultats de l'équipe de France, mais ça en dit long surtout sur la formation, parce qu'on a des joueurs incroyables à tous les postes, dans tous les clubs, et je trouve ça très plaisant. Maintenant passons au pronostic. Ouais, je mets de gros guillemets parce que ce serait illusoire de vouloir se lancer dans un vrai pronostic alors que la saison n'a même pas commencé et que le top 14 est un championnat marathon qui est toujours plein de surprises. Mais en gros, ce que je vais faire, je vais dégager de grandes tendances qui n'engagent que moi, c'est que mon avis, et je suis pas objectif parce que j'ai pas scruté toutes les équipes à la loupe, donc cela n'est que mon opinion d'un mec qui suit le top 14. Et si jamais vous avez d'autres avis, si jamais vous pensez autre chose, eh bien l'espace commentaire est fait pour vous et on pourra en discuter. Alors les deux premiers clubs que je vois en tête, c'est les deux stades, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. La Rochelle et Toulouse ont tous deux des effectifs ultra solides, plein de qualité, des recrues prometteuses, mais surtout des joueurs qui sont rodés, qui ont l'expérience, qui connaissent les matchs à enjeu, qui savent comment les jouer. D'autant plus que cette année, il faut le souligner, ils ont eu plus de temps pour récupérer parce qu'ils sont pas allés en finale. Donc ils ont 1 à 2 semaines de récupération en plus et de préparation en plus par rapport aux années précédentes. Donc je pense qu'il faut faire attention à ces équipes qui arrivent avec pleine d'intention et pleine d'ambition après un petit peu la déception de ne pas être allé en finale l'an dernier et surtout de ne pas avoir décroché le Brennus, évidemment. Sinon, Montpellier est un cadre logique du championnat, ils sont champions, ils ont eu un gros recrutement. Néanmoins, on sait par expérience qu'il est parfois difficile pour un champion de se relancer sur une nouvelle saison et de repartir après un titre, d'autant plus que là, il y a plusieurs joueurs qui ont quitté le groupe, notamment qui ont pris leur retraite, des joueurs d'expérience comme Guillaume Guirado et Fulgence Ouedraogo, qui je pense étaient quand même très importants dans le vestiaire. Donc à voir comment le MHR va aborder cette nouvelle saison, mais je m'inquiète pas trop pour eux. Parmi les challengers maintenant, ce que j'appelle challengers, c'est les 4-5 autres clubs qui ont pour ambition d'accrocher le wagon des 6 qualifiables. Et bien dans ces challengers, je vois bien Toulon. On l'a vu qu'ils ont eu un recrutement très actif. Ils ont aussi l'arrivée de Pierre Mignoni qui va être plus manager de Toulon, donc qui va pouvoir remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, parce que c'est un entraîneur qui connaît bien les hommes, qui sait bien comment gérer tout ça, qui est pas facile, je pense. Il renvoie une image assez sévère, mais qui va pouvoir un petit peu cadrer les choses, parce que l'an dernier, on voit que Toulon s'est un petit peu perdu des fois dans ses ambitions, dans ce qu'il voulait faire. Il y a eu beaucoup de changements avec Azema qui arrivait en cours de saison, etc. Et je pense que la clé, ça va être déjà savoir comment est-ce qu'ils vont intégrer les recrues qui sont arrivées, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais surtout de voir comment est-ce que la relation va se faire entre Azema et Mignoni. Et je leur souhaite que ça marche, parce que c'est un beau projet, ils ont plein de bons joueurs, et donc ça serait bien de revoir Toulon un peu plus mordant que ce qu'ils nous ont montré l'an dernier une bonne partie de la saison. L'UBB aussi, c'est un candidat récurrent à la qualification depuis 3-4 saisons maintenant. Il faut noter que son groupe est resté relativement stable malgré le départ assez préjudiciable de Cameron Wauquiez, on en a parlé. Je pense honnêtement qu'ils ont les moyens de se qualifier, ils ont les joueurs pour, ils ont l'expérience aussi qui parle pour eux. Peut-être que leur groupe est un petit peu léger pour jouer sur les deux tableaux que sont l'Europe et le top 14, et à mon avis, il va peut-être falloir choisir un des deux parce que ça risque d'être compliqué sinon. Ensuite, on a le Racing qui conserve une ossature assez cohérente par rapport à la saison précédente et qui peut s'appuyer sur une ligne d'arrière 5 étoiles. Par contre, l'enjeu de cette année, ce sera surtout de retrouver un pack conquérant, parce que c'est ce qui a beaucoup pêché au Racing l'an dernier et ce qui a entravé un petit peu le travail des arrières qui n'ont pas forcément eu les meilleurs ballons à exploiter. Donc voilà, si le Racing arrive à retrouver la domination devant, et ben là par contre il risque d'être inarrêtable parce que vu la qualité qu'ils ont derrière, ça va être compliqué à défendre.
Et une dernière équipe que je classe dans les challengers, pour moi, c'est Castres. Castres, c'est un petit peu toujours la même chose. Ils sont entre deux eaux, ils avancent masqués. Et quand arrivent les beaux jours, et ben là, ils se réveillent et ils viennent gratter des points là où il faut pour accrocher une qualification. Et donc voilà, Castres, c'est une surprise, mais c'est pas une vraie surprise parce que c'est souvent ce qu'ils font. Et donc je m'inquiète pas trop pour eux, je pense qu'ils sont sûrs de leur force. C'est un groupe aussi qui se connaît très très bien. Donc voilà, Castres, c'est toujours une équipe qu'il faut garder dans le coin de sa tête. En milieu de tableau maintenant, qui sont entre les challengers et entre le maintien, je pense que y a Clermont et Lyon. Pourquoi Clermont et Lyon? Parce qu'ils ont un groupe qui bouge pas mal. Il y a pas mal de joueurs 4 qui sont partis des deux côtés, donc on a Barassi, on a Natai qui sont partis à Lyon, donc ça fait un gros trou au centre. Pareil pour Clermont, qui perdent Para, qui perdent Lopez, qui perdent Tani Vili Falatea, donc qui passent une partie de leur jeunesse. Il y a aussi Pesce-Ligato qui va être absent pendant plusieurs mois, donc je pense que c'est deux équipes qui vont devoir se retrouver un petit peu, qui vont devoir faire avec pour assumer cette année de transition. Bien sûr, ce que je dis là, ça n'engage que moi, mais c'est un peu comme ça que je le perçois, quoi. Je partage également ce sentiment vis-à-vis du Stade français. Les Parisiens vont devoir de nouveau reconstruire une aventure commune pour se mettre en route dans ce top 14 et pour éviter les écueils des années passées. Paris en ce moment c'est un petit peu un club qui se cherche, qui sait pas trop où il va et je pense que les équipes du top 14 vont profiter de ce moment un petit peu de flottement pour aller les chercher. Enfin, pour la dernière partie de tableau, on trouve Pau, Brive, Bayonne et Perpignan. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, c'est un ensemble qui est assez homogène, c'est une bas de tableau qui est assez solide, je trouve. Pau et Brive sont désormais deux clubs qui sont très rodés à l'exercice du maintien. Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'élite maintenant. Et je pense qu'ils savent gérer leurs points forts pour accrocher des points essentiels au bon moment. Après, Pau sans Astoy, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Pareil pour Perpignan, qui va être privé de Jaminet. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez homogène et je pense que la lutte pour le maintien va être assez rude et ça promet des matchs assez excitants à voir. Et vous, quel est votre avis sur cette saison à venir? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de discuter avec vous. Ça peut être vraiment cool d'avoir un petit moment d'échange par rapport à ça, parce que comme je le rappelle, tout ce que j'ai dit là, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Et donc avant de terminer cette vidéo, je vous le disais, je suis affilié avec BetClick, qui est un des partenaires officiels du Top 14. Et donc si vous avez envie de soutenir la chaîne et de parier sur cette nouvelle saison de Top 14, eh bien sachez qu'il y a mon lien et mon code affilié qui sont présents, je vous mets le code là, mais aussi le lien avec toute la procédure en description. Et sachez qu'une fois votre inscription terminée, vous bénéficiez de l'offre de bienvenue qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet. Et bien sûr, je précise que tout ça, c'est réservé aux personnes majeures uniquement. Par contre, petit moment en prévention, je me dois de vous rappeler que les jeux d'argent, c'est pas anodin, ça peut être source d'addiction, d'endettement, d'isolement, etc. Gardez à l'esprit que les paris, ça doit rester un jeu, justement, et qu'il faut pas voir ça comme un moyen de s'enrichir. Les paris, c'est juste un moyen de vivre autrement ces matchs, de vivre une compétition de manière peut-être plus intense, mais c'est absolument pas un moyen pour en vivre et se faire de l'argent. Aussi, le numéro d'aide là que je vous affiche est gratuit, donc si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les appeler, c'est des gens qui sont formés pour vous répondre et pour vous aider. Bref, pour ma part, j'ai hâte que le championnat redémarre. En plus, on a une superbe affiche pour la première journée avec ce choc entre Bordeaux et Toulouse, donc j'ai hâte de voir ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.